Je me présente, Solène Monnier, formatrice à l'atelier Canopée de Laval. Vous avez entendu mon collègue Welland, qui est également pas très loin, dans un bureau à côté, à l'atelier Canopée de Laval, et qui pourra vous aider en cas de soucis techniques, et puis aussi pour me faire remonter vos questions si je loupe des informations. Voilà. Donc, on va commencer sur les définitions, sur ce que sont les élèves à besoins éducatifs. Oh, pardon, je dis des bêtises. Excusez-moi, il y a une diapo. On va commencer par le klaxoon. Donc, je vais vous partager un lien dans le chat. Voilà. Pour y aller. Et puis, donc c'est un klaxoon. Vous pouvez mettre juste vos initiales pour vous connecter. Cliquez dans le lien. Oui, vous inquiétez pas, vous aurez le PowerPoint dans votre espace personnel à la fin de la formation. Donc, je vous vois arriver sur le klaxoon. Salut Mathieu. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc là, normalement, vous devez bien le voir. Parfait. Je vous affiche ici le QR code si vous utilisez une tablette ou un téléphone. Donc, je vous rappelle, le lien est juste au-dessus. Alors, si le code d'accès, c'est à la fin du lien, là, N2TUFFS. Voilà. C'est le code que vous avez aussi en gros, là, qui est écrit sur la diapositive, que je vous partage l'écran. Je vous laisse encore quelques secondes. Vous êtes disconnecté sur 80, c'est pas beaucoup. Alors, pour ceux qui sont connectés, puis les gens vont petit à petit arriver à accéder au klaxoon, donc je vous demande de mettre des post-it, donc un mot par post-it, une idée par post-it. Quand vous entendez élève à besoin éducatif particulier, quels mots vous viennent à l'esprit? Voilà. Et donc, je vous propose un petit brainstorming. Le lien klaxoon est juste au-dessus dans la conversation. Je vais vous, Gwenland, si tu peux le remettre. Merci. Alors, je vois pas mal de choses qui apparaissent. Je me permets, je les classe au fur et à mesure. Vous êtes nombreux, donc.
Je pense que j'arrive au bout de vos propositions. Alors, voilà, donc j'espère que vous voyez tous suffisamment. Donc, j'ai essayé de classer. Dans mon classement, j'ai mis sur la gauche, ici, en fait, hop, celui-là, il va là, un petit peu qui sont ces élèves. Donc là, plutôt une typologie. Donc, on retrouve bien sûr les élèves en situation de handicap, ayant des troubles. Voilà, différents types de troubles. Donc, on retrouve parmi ces troubles, situations de handicap, les dyslexiques, les troubles spécifiques du langage d'apprentissage, les troubles autistiques, les élèves à haut potentiel, les handicaps, excusez-moi, le handicap sensoriel, visuel ou auditif, mais on trouve également les élèves en grande difficulté scolaire. Vous avez mis le lien avec la MDPH et puis d'autres post-it, des élèves allophones, et d'autres post-it, par contre, disent, en fait, tous les élèves ont des besoins différents, c'est la majorité des élèves aujourd'hui, que la situation familiale particulière peut jouer. Donc là, on est plutôt sur les spécificités de ces élèves en termes d'étiquettes, de catégories. Hein. Et puis, donc, qui sont... Quelqu'un qui bouge pas. Et de l'autre côté, sur la droite, j'ai mis plutôt les gestes pédagogiques que cela vous demande. Donc, les adaptations, la différenciation, également l'adaptabilité de l'enseignant. Ah, celui-là, il n'est pas au bon endroit. Voilà, les questionnements que vous posez, quelle aide apporter justement, ce que ça vous demande d'avoir de l'empathie, expliquer autrement, voilà. Et puis, celui-là, il était là, donc là, un petit peu par rapport aux gestes professionnels. Et puis ici, par rapport justement aux besoins de ces élèves-là. Là, c'est un peu qui ils sont, et là, on est un peu sur les besoins. Donc, ils ont des besoins différents, ils ont besoin d'aide, des besoins de soutien, d'adaptation de consignes des supports, d'aide technique, d'aide humaine, et également, disons, des problématiques d'estime d'eux-mêmes ou des rythmes d'apprentissage différents. Et puis, j'aime bien là ce petit post-it du bas qui est une richesse. Et oui, les élèves à besoins éducatifs particuliers dans une classe peuvent également être source de richesse pour l'ensemble de la classe. Donc, on va reprendre un petit peu tous ces éléments-là, justement, sur la définition. Et on va revoir un petit peu comment sont définis au niveau international et national les élèves à besoins éducatifs particuliers, et surtout les besoins éducatifs particuliers. Donc, c'est bon, la présentation est revenue pour tout le monde? Oui. Tout le monde n'a pas réussi à se connecter. D'accord. Sinon, est-ce que tu peux peut-être couper ta caméra parce que du coup, ça va agrandir le diaporama, parce que je pense que certains en plus ne pouvaient pas lire non plus le klaxon sur l'écran de Big Button. Ok, d'accord. Donc, j'éteins ma caméra. C'est celui-là. Donc, c'est mieux comme ça? Oui. Ok. Donc, au début du XXe siècle, avant 1978, on a surtout une approche en fait médicale du besoin éducatif particulier, même si c'est un acronyme de parler d'élèves à besoins éducatifs particuliers à cette époque-là. On a en fait on parle d'arriération avant en 1978, de retard, d'invalidité. Donc, on utilise plutôt des mots péjoratifs pour parler de ces élèves un petit peu différents, et on axe surtout sur la déficience, sur ce qui ne fonctionne pas. Et on est à l'époque finalement de la ségrégation.
les élèves différents, qu'on appelle aujourd'hui à besoins éducatifs particuliers, les élèves en situation de handicap, sont souvent à l'extérieur du système éducatif traditionnel. En France, en 1975, on a un début d'évolution avec la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées de Simone Veil, qui pose à cette date-là l'obligation éducative. La nouveauté en 1978 est apportée par les Britanniques, par Mary Warnock, une philosophe britannique qui est chargée d'un groupe de travail autour des élèves en situation de handicap et leur éducation. Et elle publie un rapport sur justement l'éducation spéciale. Et c'est elle qui introduit pour la première fois le terme de Special Educational Needs, excuse-moi pour mon accent anglais, donc besoins éducatifs particuliers. Lors de ce rapport, au lieu de se pencher que sur la situation des élèves en situation de handicap, cette philosophe a voulu se pencher de façon plus générale sur les élèves justement à besoins éducatifs particuliers. Et ce rapport pose 4 principes. Déjà, il existe d'autres facteurs que médicaux à l'origine des besoins. Deuxième principe, il y a une évolution possible des besoins dans le temps. Un élève peut avoir un besoin en début d'année et d'autres besoins en fin d'année. Voilà, les besoins évoluent. Troisième principe, ces besoins ne sont pas forcément déterminés par la nature du trouble ou du handicap. Donc, la catégorisation médicale pour Mary Warnock génère en fait des confusions entre troubles et besoins. Ce n'est pas la même chose. Et enfin, quatrième principe, la catégorisation médicale ne prend pas en compte les besoins de nombreux élèves. Donc, pour elle, elle préconise déjà en 1978 une démédicalisation des questions éducatives et un regard justement plus centré vraiment sur la question des apprentissages. Et c'est suite à ce rapport qu'en Angleterre va être édité l'Education Act en 1981. Donc là, c'est pour l'apparition de la notion de besoin éducatif particulier. Donc concrètement, comment sont définis les élèves à besoins éducatifs particuliers depuis 1978? Donc dans ce rapport, justement, les élèves à besoins éducatifs particuliers sont définis comme des élèves ayant des besoins d'aménagement pour accéder aux enseignements, voilà, et pour accéder au contenu des programmes. Et puis, ce sont également des élèves qui ont des besoins d'attention particulière. En 94, donc vous voyez, entre 78 et 94, il ne se passe pas grand-chose au niveau international. En 94, la déclaration de Salamanque définit les élèves à besoins éducatifs particuliers comme des besoins résultant d'un handicap ou comme des besoins dus à une difficulté d'apprentissage. On a bien les deux. On a toujours cette médicalisation, un petit peu, besoins résultant d'un handicap, mais également des besoins qui sont dus à d'autres natures de difficultés. Enfin, en 2008, l'OCDE a une définition qui parfois peut faire un petit peu réagir, on va dire, puisque l'OCDE a une vision un petit peu comptable, enfin ça c'est mon interprétation, des élèves à besoins éducatifs particuliers, puisque pour l'OCDE, les élèves à besoins éducatifs particuliers correspondent aux élèves qui nécessitent des ressources supplémentaires en personnel, matériel ou du côté financier. Donc, ces besoins de ressources supplémentaires peuvent être relatifs à une déficience, à une difficulté d'apprentissage, trouble du comportement ou trouble psychologique, affectif, mais également à des désavantages socio-économiques ou culturels. Donc là, en fait, le besoin, élèves à besoins éducatifs particuliers, ce sont les élèves pour lesquels, en fait, le système tel qu'il est ne fonctionne pas, il y a besoin de ressources supplémentaires. Donc finalement, je dirais que l'éclairage n'est plus vraiment sur le besoin de l'élève, mais sur les conséquences du besoin de l'élève sur l'institution. Voilà. Alors, qu'en est-il en France? En France, la plus récente définition officielle, en tout cas en attendant l'acte 2 de l'école inclusive, des élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est celle de la DGESCO en 2003, qui finalement
démédicalise un petit peu la question du besoin éducatif particulier, mais reste quand même centré sur les spécificités, les déficiences, les manques des élèves, puisque les élèves à besoins éducatifs particuliers définis par la DGESCO, c'est ce qu'on retrouvait dans vos post-it. Hein. Ce sont les élèves en grande difficulté d'apprentissage ou d'adaptation, les élèves, on dit plus intellectuellement précoces maintenant, on dit à haut potentiel intellectuel, les élèves ou les enfants en situation familiale ou sociale difficile, les élèves nouvellement arrivés en France, les enfants du voyage, bien sûr, tous les élèves en situation de handicap, quel que soit le handicap, les enfants malades, ceux qui sont scolarisés à l'hôpital, souvent on les oublie. Et puis ceux qu'on oublie tout le temps, ce sont les mineurs en milieu carcéral. Parce que justement, dans nos établissements, on ne les voit pas, ces jeunes-là. Donc, ici, voilà, on est toujours axé sur les limitations, sur les troubles spécifiques et non vraiment sur le besoin. Cependant, depuis quand même 2003, il y a eu des évolutions dans les textes. En 2013, la loi sur la refondation de l'école consacre le principe d'inclusion scolaire et la loi de juillet 2019 pour une école de la confiance porte des changements sémantiques. On parle de scolarisation inclusive ou de situation de handicap petit à petit, donc je vous parlais tout à l'heure de l'acte 2 de l'école inclusive qui se met petit à petit en place et qui entrera pleinement en vigueur normalement d'ici 2026, met en avant le principe d'accessibilité et surtout l'entrée par les besoins. Voilà. Donc là, il va y avoir un petit peu de gros changements, on va dire, puisque le ministère et les futurs textes ou les nouveaux textes vont vraiment plus axer sur l'entrée par le besoin pour justement s'éloigner vraiment de cette catégorisation des élèves. Alors, je ne vois pas de questions, ça a l'air d'être plutôt des choses techniques. Ouais, non, pas de questions, Solène, tu peux continuer. Ok. Alors, hop. Alors, je sais. Voilà. Donc, justement, on a vu un petit peu la notion d'élèves à besoins éducatifs particuliers, de qui on parlait par la DGESCO. On va retourner sur le klaxoon. Je vous ai remis le QR code. On va changer d'endroit. Donc, je laisse un petit peu pour ceux qui n'avaient pas réussi à se connecter. J'en vois 43, vous êtes 94. Donc, effectivement, il en manque quelques-uns. Alors, certains collègues n'arrivent pas à se connecter via le PC, en fait. Ça les renvoie sur une demande d'authentification. Ah, c'est bizarre, ça. Les 90. Mais même avec le QR code et... Non, je pense que c'est plutôt quand les collègues cliquent sur leur ordinateur. Ça doit mieux marcher en QR code. D'accord. Merci. Merci Alexia des bons plans partagés par rapport, fermer la proposition de connexion et le code d'accès s'affiche. Voilà. Donc, voilà, ça y est, vous êtes un peu plus nombreux. Donc, je vois certains qui commencent déjà. Donc, je vous demande, selon vous, sur quels besoins sont le plus souvent associés aux élèves suivants. Donc, je vous ai mis les élèves porteurs de troubles spécifiques, du spectre autistique, les élèves allophones, les élèves TSLA, les élèves TDAH. Il y a des couleurs. Donc, je vous demanderai de mettre en vert, sur des post-it verts, pour tout ce qui concerne les élèves porteurs de troubles du spectre de l'autisme, en rouge, post-it rouge ou rose, tout ce qui concerne les élèves allophones, en bleu, tout ce qui concerne les élèves TSLA, et en violet, tout ce qui concerne les élèves TDAH. Voilà, merci. Donc, vous avez normalement sur le côté la légende. D'habitude, ils arrivent dans une boîte et c'est moi qui mets les post-it et là, j'ai dû oublier de paramétrer
cette fonctionnalité. Donc, hop, je les déplace au fur et à mesure en fonction de la couleur. Pardon, je me trompe de colonne, excusez-moi. Hop, dans ce sens-là. Welland, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Alors, pas mal de choses sur les élèves ayant des troubles du spectre de l'autisme, un peu moins sur les élèves allophones. Peut-être que si je vous mets comme ça. Voilà. Alors, je vais vous partager, même si vous, normalement, vous voyez, pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter, je vais vous partager de nouveau. Voilà. Allez, je vous laisse quelques secondes de plus. Alors, ça, je crois que je l'ai vu aussi ici. Alors, il y a déjà pas mal de choses. Alors, je vais essayer de reprendre tout ça. Alors, sur les élèves, genre, je ne vais pas forcément lire tous les post-it. Sur les élèves porteurs du trouble du spectre de l'autisme, on voit, par exemple, adaptation des horaires, repères visuels, communication, besoins sensoriels, aménagement des espaces de travail, endroit pour s'isoler. Ah, c'est bizarre, endroit pour s'isoler. Je crois que je l'ai vu aussi pour les élèves TDAH ici, vous voyez. Donc, on voit finalement deux besoins identiques, quel que soit le trouble. Repère temporel, ici, pour les élèves avec du spectre de l'autisme, et structuration du temps pour les élèves TDAH. On a gestion des émotions ici, je crois que je l'ai vu aussi. Pause active. Je ne sais plus où je l'ai. Donc, repère de l'espace, rituel, diminution des stimuli, sociabilisation. Et donc, ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi parfois pour adapter les horaires. Voilà, adaptation des horaires, on le retrouve dans les deux. Donc, on voit des besoins qui peuvent être assez similaires finalement entre les élèves ayant des troubles autistiques et les élèves ayant des troubles de l'attention. Sur les élèves allophones, on a des questions de vocabulaire, des problèmes de communication. La communication, les élèves autistes également. J'ai vu qu'il y avait Imagier, Picto, et ce sont des solutions, même si là, elles ne sont pas forcément apparues dans vos propositions, par communication. Ce sont des outils qui sont également utilisés pour les élèves autistes. Traduction dans la langue natale, voilà, comprendre la langue, les problèmes effectivement de compréhension, ben ça, comprendre la langue, c'est aussi, par exemple, des problématiques qu'ont les élèves dysphasiques, certains élèves dysphasiques. Pour les élèves TSS, bien sûr, ce n'est pas lié pour les mêmes raisons, mais les besoins et donc les aménagements ou adaptations proposés peuvent être communs. Sur les élèves ayant des troubles des apprentissages, on a la problématique de se faire comprendre aussi, qu'on peut retrouver chez les élèves allophones, les questions de lecture, les questions d'accessibilité. Après, il y avait parfois, comme vous dites, logiciel informatique, support audio, matériel pédagogique adapté, écriture adaptée. Là, finalement, on est sur des solutions qui répondent à certains besoins. Et on va voir que souvent, en fait, on confond besoin et solution aux besoins. Donc, ce petit exercice, c'était pour vous montrer, en fait, que, comme dit Cécile, il y a des besoins communs
au-delà de la catégorisation médicale ou de la catégorisation qu'on a fait des élèves à besoins éducatifs. Donc, il faut se méfier des étiquettes et c'est pour ça qu'il est nécessaire, d'autant plus en vue de l'acte 2 de l'école inclusive, mais qu'il est nécessaire de passer d'un focus sur les élèves à besoins éducatifs particuliers aux besoins éducatifs particuliers des élèves. Je reviens sur mon diaporama. Alors, si jamais je n'étais pas claire dans mes propos, etc., n'hésite pas à me le dire. Hein. Comme beaucoup peut-être, je suis un peu malade. Donc, n'hésitez pas à me dire. Donc, comment justement identifier ces besoins éducatifs particuliers, quelle que soit, je dirais, leur cause. Donc, je vous propose une démarche qui est la démarche de l'accessibilité un petit peu universelle. Donc, déjà, d'identifier les objectifs de votre séance et surtout l'objectif prioritaire. En tant qu'enseignant, on ne peut pas avoir une séquence ou une séance, surtout, avec 10 objectifs ou 10 compétences à travailler. Donc, savoir cibler ces objectifs et donc renoncer à certains. Ensuite, quand on a bien défini son objectif d'apprentissage prioritaire, lister les actions et les opérations mentales nécessaires. Voilà, sur telle activité que je vais proposer à mon élève, ce que je veux qu'il travaille, c'est tel élément. Qu'est-ce qu'il va avoir besoin de faire pour réaliser cette tâche? Et je liste tout, mais que ça soit prendre son classeur dans le cartable ou dans le casier jusqu'à planifier, se rappeler de ses tables ou se rappeler de ses conjugaisons. Alors, on essaye de lister un maximum de choses. Parmi la liste que vous aurez faite, excusez-moi, identifiez justement les actions ou les opérations mentales qui risquent de faire obstacle à l'ensemble de vos élèves, à certains de vos élèves, voilà, ce qui peut faire obstacle. Et puis, quand vous avez identifié les éléments qui peuvent faire obstacle, et bien là, concevoir votre déroulé, votre séance et vos supports, vos outils, en proposant justement des moyens, en anticipant les moyens pour réduire ou contourner les obstacles, pour permettre à tous justement d'atteindre votre objectif prioritaire. Donc, je vous donne une citation de Sylvie Seth pour illustrer justement ce principe d'accessibilité universelle et donc de planification en amont des obstacles possibles et des moyens de les contourner. Plutôt que de... Alors, je vous laisse lire tranquillement. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'actuellement, dans notre système scolaire, la plupart du temps, comme le montrent ces images, c'est-à-dire qu'on conçoit notre séance. Si j'en prends l'exemple ici du match de baseball, je veux que mes élèves, mon objectif, c'est que je veux que mes élèves soient protégés, mais qu'ils puissent regarder le match. Bon, je mets une barrière, mais les petits, ils n'arrivent pas à voir. Donc, je compense, je donne des caisses supplémentaires pour que tout le monde puisse voir le match. D'accord? C'est les bretelles et les ceintures qui sont pensées après coup. Dans la démarche que je vous ai proposée, on conçoit dès le départ, justement, des dispositifs didactiques qui incluent les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc, c'est vraiment important de réfléchir en amont à ce qu'on peut offrir en aide, en collectif à tous les élèves pour qu'ils puissent bénéficier de la séance. Et donc là, sur mon exemple du terrain de baseball, plutôt que de mettre une palissade pour protéger mes élèves, je mets un grillage. Ils sont protégés, mais tous, quels que soient leurs besoins, peuvent quand même assister au match. Donc, comment justement mettre en œuvre cette démarche d'accessibilité universelle et bien réfléchir à sa situation d'enseignement-apprentissage pour pouvoir identifier les besoins des élèves dans le contexte de ma situation d'enseignement-apprentissage. Eh bien, je vous propose l'outil de la cible d'Hervé Benoît. Hervé Benoît, c'est un chercheur à l'INSEE. Alors aujourd'hui, avant ça s'appelait l'INSHEA. Ça a changé de nom là en septembre ou fin d'année scolaire dernière.
Et donc, l'idée, c'est de toujours analyser vos séances avec cette cible et de réfléchir toujours quelles compétences cœur de cible vous avez choisi prioritairement, et ce sont ces objectifs d'apprentissage qui seront évalués. Puis, identifier les compétences spécifiques que les élèves vont devoir mobiliser. Ces compétences spécifiques, elles sont liées soit à votre discipline, soit à la nature de l'activité. Si les élèves doivent rédiger une lettre, par exemple, il y a des choses à connaître sur la forme d'une lettre. Si on est en histoire et qu'il faut faire une analyse de documents, il y a des compétences en lien particulières avec cet exercice. On n'analyse pas un document en histoire comme on l'analyse en SVT ou dans une autre discipline. Et puis, enfin, dernier type de compétences, ce sont les compétences périphériques. Elles ne sont pas en relation avec la tâche directement, mais elles sont indispensables à sa réalisation. Donc, je vais vous donner des exemples concrets pour illustrer tout ça. Donc, voilà. Donc, voici un problème de mathématiques qu'on peut proposer aux élèves, plutôt cycle 3. Et si on analyse, donc la compétence cœur de cible, je vous l'ai mis, résoudre des problèmes nécessitant l'organisation de données multiples ou la construction d'une démarche qui combine les étapes de raisonnement. En fait, les compétences cœur de cible, elles sont souvent issues des programmes, tout simplement. Compétences spécifiques, dans ce cas-là, nous sommes en résolution de problèmes en mathématiques, donc il y a, j'ai noté, sélectionner les données essentielles dans un énoncé, faire des conversions, puisqu'on a différentes unités, et puis être capable de calculer. À votre avis, quelles sont les compétences périphériques, donc non forcément en lien avec la tâche, mais indispensables à la réalisation de la tâche, que demande la résolution de ce problème? Quelles sont les compétences périphériques que les élèves doivent mobiliser pour résoudre ce problème et noter les calculs et rédiger la phrase réponse sur leur cahier? Je vous laisse noter tout cela dans le chat. On va savoir lire, oui, la lecture et l'écriture, oui. Planifier, lecture, déchiffrage plus compréhension. Connaître les opérations, lire et comprendre, lecture d'images, tout à fait. La méthode pour résoudre un problème, effectivement, l'addition, la lecture, l'écriture. La connaissance du système métrique, oui. Sur représenter la situation, tout à fait, Fanny. Alors, la précision, je ne sais pas, décomposer la tâche, tout à fait. Tout à l'heure, il y avait planifier plus haut. Mathieu, faire des tâches successives. Donc, on est toujours dans la planification. Schématiser, savoir se concentrer, utiliser ses connaissances. Voilà, donc là, effectivement, vous touchez du doigt différents éléments. Alors, moi, j'ai noté comme beaucoup la lecture. Donc, la lecture, c'est bien comme l'a précisé une des personnes, j'ai plus le nom sous les yeux, à la fois le décodage et la compréhension. Et c'est vrai que plus on avance vers le collège et le lycée, et ces questions de décodage sont souvent moins présentes à la tête des enseignants, et parce qu'en général, c'est censé être automatisé, justement, sauf qu'il y a un certain nombre d'élèves, qu'ils soient porteurs de troubles spécifiques du langage des apprentissages ou non, qui n'ont pas une lecture automatisée. Ensuite, il y avait représentation de la situation, et donc c'est aussi la compréhension du lexique, du panneau de signalisation. Il faut le connaître, barre de toit, il faut savoir ce que c'est. Donc là, on a toute une problématique autour, effectivement, est-ce que l'élève comprend le vocabulaire et se représente la situation? Et puis, dans les compétences périphériques, vous l'avez pas mal dit pour certains, de façon différente, décomposer la tâche successive, c'est les compétences fonctions exécutives de la planification. Et ce qui n'a pas forcément apparu, c'est également la mobilisation de la mémoire de travail. Donc, la planification et la mémoire de travail, ce sont deux fonctions exécutives, deux compétences cognitives de haut niveau qui sont indispensables dans la plupart des apprentissages et qu'on ne prend pas suffisamment en compte. Et beaucoup d'élèves à besoins éducatifs particuliers ont des difficultés en raison de fonctions exécutives qui ne sont pas suffisamment efficientes.
Et vous aviez dit pour le début l'écriture. Donc l'écriture, c'est pareil, c'est comme la lecture. Il y a deux pieds. Il y a le geste graphique, je dirais, de l'écriture, voilà. Et puis il y a la rédaction, c'est-à-dire l'encodage des mots. Être capable de les encoder, les écrire correctement et être capable également de produire une syntaxe correcte. Et vous voyez, si on ne prend pas le temps de réfléchir à ces compétences périphériques mobilisées quand on propose une activité à nos élèves, eh bien, un certain nombre d'élèves ne vont pas réussir à travailler vraiment la compétence cœur de cible parce qu'ils seront empêchés par des problèmes autour de ces compétences périphériques. Or là, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour le moment. Voilà, donc ça, c'est important de prendre en compte ces compétences périphériques, en tout cas d'en avoir conscience et déjà de prévoir des outils d'aide pour les élèves qui seraient confrontés à des barrières en raison de ces compétences, d'un non-maîtrise de ces compétences périphériques. Alors, une fois qu'on a identifié la compétence cible, les compétences acquises, donc la liste de tout ce que par rapport aux compétences spécifiques et compétences périphériques qu'on a identifiées, vous allez repérer les compétences acquises et vous allez également repérer les compétences qui font obstacle. Je dis bien, c'est important de repérer les deux. Souvent, on voit que ce qui fait obstacle ou ce qui ne fonctionne pas. Or, il est très important pour les élèves à besoins éducatifs particuliers de repérer aussi ce qui fonctionne, puisque c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous appuyer, entre autres pour les enseignants spécialisés, pour tout le monde, mais c'est vraiment important aussi de voir ce qui est acquis. Une fois qu'on a identifié tout ça, il faut formuler le besoin éducatif particulier. Et on a vu que tout à l'heure, dans les formulations, parfois, il y avait plutôt des solutions plutôt que des outils. Et donc, on va retourner pour la dernière fois sur le klaxoon. Juste avant le klaxoon, tu as une question de Alban dans le chat. Alors, dis-moi, parce que selon... On considérait que ces compétences périphériques sont comme des besoins. Mais oui, voilà, tout à fait. Si ces compétences périphériques ne sont pas automatisées, du coup, il en découle des besoins. Et c'est là-dessus qu'on va, que je vais embrayer par la suite, après le dernier petit exercice. Mais effectivement, quand ces compétences périphériques ne sont pas mobilisées, souvent ça génère des situations de double tâche qui mettent en difficulté les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc, ça va générer des besoins chez eux. Tout à fait. Alors, vous êtes bien 83 sur le klaxoon, parfait. Donc, je vous propose des formulations de besoins. D'accord? On est vraiment sur la formulation, la forme, la façon dont ils sont rédigés, ces besoins-là. Et je vais vous demander de voter. Je vais vous distribuer des jetons. Vous allez avoir 6 jetons. D'accord? Et vous allez pouvoir les répartir sur chaque post-it. Et donc, les post-it avec les propositions qui vous semblent les plus pertinentes, vous allez pouvoir mettre 1, 2 ou 3 jetons. Pour cela, il suffit de cliquer sur le post-it et vous allez avoir les jetons qui s'affichent dessous. Vous allez pouvoir choisir combien vous allez en mettre. Voilà, c'est parti. Après, je partagerai l'écran. Alors, je vais couper mon micro quelques secondes pour pouvoir me moucher. Là, je vous partage. Alors, on va arrêter le vote. Hop, tout le monde a pu voter.
Le code d'accès, c'est celui qui est à la fin de à la fin du lien que vous avez mis, Gwenland. N2TUFFS, Christelle. Après, c'est pas grave que vous... Hop. Je finis le dot voting. Et on va voir les résultats. Donc là, les 3 formulations qui viennent en premier sont besoin que ce soit précisé l'objectif de la séance pour comprendre ce qu'on attend de lui, besoin d'être sécurisé, besoin d'un cadre structurant pour respecter les règles de la vie de classe. Alors, si on met ensemble, venez après, effectivement, faire reformuler, besoin d'un guide de lecture pour pouvoir lire un texte long sans se perdre dans les lignes. Et à la fin, les plutôt rythme lent, manque d'attention, où on est finalement plus sur les déficiences et effectivement pas sur des besoins. On revient. Donc tout le monde, on revient sur Visio Agent. Je reprends mon déroulé. Et donc, je vous présente les travaux de Caroline Desson, qui est une chercheure à l'université et à l'INSPE de Lille. Note si vous avez besoin. Son nom, si vous voulez chercher des articles de sa part, qui a travaillé justement sur cette question de besoin et comment les enseignants s'emparaient des besoins, ce qui mettait derrière cette notion de besoin. Et elle en est venue, une de ses conclusions de ses études, c'est que finalement, selon les enseignants, l'utilisation du terme de besoin ne revêtait pas tout à fait les mêmes choses et n'était pas forcément opérationnelle. Ce qu'elle préconise, c'est effectivement une formulation contextualisée. Toujours en lien avec la situation d'apprentissage et une formulation opérationnelle, c'est-à-dire qu'il puisse tout de suite donner des idées d'aménagement, de remédiation, d'adaptation. Et on est bien quand il y a un besoin d'un élève, ce n'est pas lié, inhérent à l'élève, ce n'est pas en raison de déficience, c'est bien en raison de la situation d'enseignement-apprentissage qu'on propose. C'est là toute la différence entre l'entrée par le trouble et l'entrée par le besoin et les principes de l'accessibilité universelle. Part du principe que le problème, entre guillemets, je caricature, ne vient pas de l'élève, mais il vient de la situation, de son environnement. C'est pour ça qu'on est passé d'élève handicapé à élève en situation de handicap, de façon générale. Et là, c'est de la même manière, les besoins découlent toujours d'un contexte, d'une situation d'enseignement-apprentissage. Moi, j'ai été enseignante référente, on voit bien, il y avait un élève une année dans une classe, il avait plein de besoins, ça ne fonctionnait pas, etc. Et puis l'année d'après, passer dans une autre classe avec un autre enseignant, une autre enseignante. Et puis là, ça fonctionnait, il y avait beaucoup moins de besoins spécifiques. Du coup, le matériel pédagogique adapté, non, il n'y en avait pas besoin, ça marchait très bien sans, puisque c'était... Donc, un besoin, toujours avoir ça en tête, c'est lié à un contexte d'enseignement-apprentissage. Et donc, il est identifié pour toujours, à un moment donné, à l'instant T, etc. Et donc, elle préconise cette formulation, un besoin de quelque chose, un nom relatif, une action, un dispositif, un outil, suivi d'un verbe d'action en lien avec une situation ou un ensemble de situations d'apprentissage. Donc, dans vos choix, venez dans les 2 sur 3, venez bien des formulations de ce type-là. Besoin de quelque chose pour faire quelque chose. Et ça, c'est très important. Entre autres, quand vous remplissez des GVASCO, vous faites des demandes, il faut que ça soit vraiment spécifié. Donc, je me dépêche un petit peu. Si on reprend notre exemple de mathématiques, imaginons, donc j'ai identifié mes compétences spécifiques, mes compétences périphériques, j'ai mis en gras celles qui me semblent faire barrière à l'apprentissage que je vise, et puis je formule le besoin d'avoir peu de données à traiter en même temps, besoin d'être visuel pour réaliser les conversions, les calculs posés, par exemple. Et puis là, sur les compétences périphériques, j'ai choisi la problématique du lexique, de la situation et les problématiques de l'écriture. Donc, j'ai mis en besoin d'une représentation pour comprendre la situation, besoin d'une aide pour écrire sa réponse.
Ce sont juste des exemples pour filer mon problème. Donc, ce qui est vraiment important, c'est, je le redis, là c'est de façon écrite, c'est que l'élève n'est plus caractérisé par ses déficits, mais bien par ses besoins. Et donc, votre préoccupation centrale, elle porte sur les réponses que lui apporte, que vous pouvez lui apporter, que peut lui apporter l'institution. D'accord ? Votre regard, il doit vraiment être axé sur l'interaction entre l'élève et son environnement. Et donc, sur les besoins qui découlent de cette interaction. Ce qui change un petit peu les choses parce que du coup, on n'est plus forcément en attente d'un diagnostic pour mettre en place des choses. Alors, vous allez peut-être tous me dire, bah non, on n'attend pas. Moi, je vois encore parfois des enseignants qui, ah oui, mais je ne sais pas ce qu'il a, je n'ai pas de diagnostic, donc je ne peux pas mettre en place. J'ai encore parfois des retours comme ça. Et donc, cette façon de voir, c'est qu'on ne se questionne plus sur pourquoi, quel trouble, pourquoi il a ces besoins-là. Il y a un besoin identifié dans ce contexte-là. Quand je propose telle activité, je vois bien que là, mon élève est en difficulté, il a tel besoin. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'inclure et qu'il puisse réussir quand même? Donc, je reprends pour question des aides maintenant. Donc, on a identifié les compétences cibles, les compétences acquises qui peuvent servir de point d'appui, les obstacles. On a formulé le besoin éducatif particulier. Comment je réponds à ce besoin maintenant? Donc, je peux m'appuyer sur 2 axes. Je peux essayer d'accessibiliser mon enseignement grâce, entre autres, au principe de pédagogie universelle ou de conception universelle des apprentissages, c'est-à-dire offrir plusieurs moyens de représentation, en tout cas, me questionner sur les moyens de représentation que je propose, me questionner sur les moyens d'action, d'expression, c'est-à-dire comment je permets à mon élève de me montrer ses connaissances et également m'interroger sur les moyens d'engagement, quel type de pédagogie je mets en œuvre pour essayer de motiver mes élèves. Je ne développerai pas plus ce principe de conception universelle et cet outil venu des États-Unis. Il y a un webinaire dans le cycle École inclusive qui est consacré à la conception universelle des apprentissages. La prochaine session est fin novembre, je crois. Excusez-moi. Donc, d'un côté, vous pouvez essayer d'accessibiliser au maximum votre enseignement pour tous les élèves. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez également mettre en place des compensations. Voilà. Parce que parfois, certains troubles ont un tel impact sur les apprentissages que l'accessibilisation ne va pas suffire. Il va falloir vraiment des choses très spécifiques. Et donc là, on va aller dans la compensation. L'accessibilisation et la compensation ne s'opposent pas, ils sont complémentaires. Sauf que parfois, on allait directement sur la deuxième marche sans penser d'abord à l'accessibilisation. Alors, si je reprends mon problème de mathématiques, eh bien pour répondre aux besoins, avoir peu de données, je peux retirer certaines données non essentielles. Pour répondre aux besoins d'aide visuelle pour faire les conversions, eh bien, je peux proposer un tableau en couleur ou alors je modifie mon énoncé et je mets une seule unité de mesure dans l'énoncé. Sur les compétences périphériques, pour répondre aux besoins d'une représentation pour comprendre la situation, d'un soutien à la compréhension de la situation par rapport au vocabulaire, je peux proposer un petit schéma. Voilà. Pour l'écriture, pour répondre aux besoins d'aide pour écrire sa réponse, je peux proposer la dictée à un tiers ou l'utilisation de l'ordinateur ou du dictaphone ou les autres éléments audio d'enregistrement possibles. Voilà. Alors, souvent, puis j'ai vu un petit peu dans vos klaxons, quand on parle d'aménagement, alors je reviendrai sur le schéma, Cécile, je reviendrai à votre question juste après. Quand on pense aménagement, adaptation, souvent on pense outils, matériel, aménagement des documents support, etc. D'accord ? Mais ce n'est pas toujours suffisant. Et parfois, ce n'est pas les éléments d'aménagement qui doivent venir en premier. D'accord ? Et donc, je vous rappelle un petit peu, vous avez peut-être vu ça à un moment donné dans votre formation. Ceux qui sont en formation CAPEI, je pense que vous allez le revoir. Pour répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves, il est également intéressant de réfléchir à son étayage. Et là, je vous renvoie aux 6 fonctions
de l'étayage de Jérôme Brunner. Je vous avoue, là, je vais aller chercher mes petites notes parce que, histoire de ne pas me tromper. Excusez-moi. Donc, l'étayage, c'est ce que vous allez proposer comme aide à travers votre discours, vos gestes professionnels, vos postures, pour aider l'élève à faire ce qu'il n'arrive pas à faire seul. D'accord ? Voilà. Donc, le premier élément, c'est l'enrôlement. Donc, l'enrôler, c'est justement, ça rejoint un peu les questions d'engagement, c'est comment je mets en place ma situation pour enrôler l'élève dans la tâche pour le faire démarrer. Et ça, c'est d'autant plus prégnant sur des élèves en décrochage ou des élèves, par exemple, ayant des troubles de l'attention. Donc, c'est vraiment une question. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la signalisation des caractéristiques déterminantes. Alors, c'est un jargon un peu compliqué pour dire qu'en fait, il est aussi important d'expliciter aux élèves, en fait, ce qui est les critères de réussite, en fait, ce qui est important dans la réussite de l'exercice, et qu'il puisse repérer l'écart qu'il y a entre sa réponse et la réponse attendue. Voilà. Donc, c'est donner une grille de relecture, expliciter, toujours donner la grille de réussite avant de faire l'exercice pour que les élèves puissent revoir, etc. Maintenir, donc c'est le maintien de l'orientation, c'est faire en sorte que l'élève reste focus sur l'activité tout du long. Et ça, c'est pas toujours simple. Ou alors, prévoir les moments où il peut décrocher, c'est-à-dire prévoir dans sa séance des pauses cognitives. Voilà. L'idée, quand on séquentialise une tâche en plusieurs mini-missions, je fais rappel à Jean-Philippe Lachaud pour ceux qui connaissent, maxi-mois et mini-mois. Donc, l'avantage, c'est qu'entre chaque mini-mission, donc chaque mini-tâche, l'élève peut prendre une petite pause cognitive. Et après, il peut redémarrer sur la tâche suivante. Contrôle de la frustration. Donc, c'est pareil. Quelle gestion de l'erreur? Comment accompagner l'élève pour qu'il accepte de se tromper, qu'il comprenne que l'erreur est constitutive de l'apprentissage et que c'est en se trompant qu'on réussit. Donc, c'est aussi vous, quelle perception de l'erreur vous avez dans votre contexte professionnel. La démonstration, donc montrer, c'est vous allez montrer à l'élève ce qui est attendu, donc par exemple résoudre le problème, proposer une dissertation pour les lycéens déjà faite, et vous allez étudier avec les élèves comment ça a été fait, quelle est sa structure, comment elle répond et pourquoi elle répond aux critères de réussite, etc. Donc là, la démonstration, c'est aussi le principe de la pédagogie explicite telle que la proposent les Canadiens avec le côté modelage. Et c'est également un petit peu le principe des exercices résolus. Ils servent à ça. Et enfin, réduire les degrés de liberté. C'est-à-dire que pour certains élèves, d'avoir trop de choix de procédure, trop de choix, à la fois donner des choix permet l'enrôlement, mais pour certains élèves, donner trop de choix peut les perdre. Et donc, dans ces cas-là, on va leur imposer une façon de faire, une méthode, un outil pour plus les guider et qu'ils soient moins perdus. Voilà, donc toujours penser à la fois étayage, geste professionnel pour répondre aux besoins, et puis également outils. Et donc, je vous renvoie aux propositions d'adaptation de Julia Midley. C'est là que je vais répondre à votre question, Cécile. Le schéma était toujours une aide. Ça dépend comment est votre schéma. Si dans votre schéma, il y a des éléments redondants, par exemple des éléments de légende avec des flèches et une description du sens, etc., ça ne va pas être, quand la formation est redondante, ce n'est pas aidant. Ensuite, si votre schéma est d'un côté et que la légende est de l'autre, ce n'est pas aidant non plus parce qu'il y a une attention divisée. On doit faire l'aller-retour entre le schéma et sa légende ou son descriptif. Donc, il vaut mieux ce qu'on appelle des légendes intégrées, des schémas intégrés où toutes les informations sont sur le schéma. Voilà. Et puis après, les schémas en soi, donc ça c'était quel type de schéma pour qu'il soit le plus pertinent possible. Et ensuite, ça dépend. Si vous avez un élève dyspraxie avec une dyspraxie visio-spatiale, là, il faut oublier le schéma. Vous allez plutôt verbaliser, tout décrire à l'oral. Hein. Mais pour des élèves dyslexiques ou des élèves allophones ou des élèves qui ont des soucis avec justement le langage écrit, avoir un schéma, là, peut être aidant.
c'est pareil, l'usage d'une carte mentale peut être aidant pour des élèves dyslexiques, en tout cas des élèves qui ont besoin d'organiser leurs pensées pour tous les élèves. Mais attention, pour des élèves qui ont des troubles visuospatiaux, la carte mentale va être très compliquée parce qu'ils ne savent pas se repérer dans l'espace sur la feuille, ils vont tout mélanger. Donc là, il faut justement bien identifier le besoin. Donc, sur les adaptations de Julia Midley, on rentre également par type de besoin. Elle le formule autrement. Donc, quand le problème, c'est entendre, quand le problème, c'est raisonner, quand le problème, c'est lire. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, puisque c'est un Geniali. Mon collègue Gwenland va vous mettre le lien de ce Geniali dans le chat. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Donc, par exemple, si quand le problème, c'est écrire, on clique dessus et on voit des propositions. Statut de l'erreur, on y revient, hein, prise de notes, outils. On a quelques préconisations. Quand le problème, c'est lire, les adaptations des supports, les espaces sur la feuille, voilà. Donc, ça, c'est donc un Geniali qui a été fait par notre collègue Aurélia Médan et qui a mis sous forme Geniali les préconisations de Julia Midley, qui est une chercheuse de Caen. Mathieu, tu me corriges si je me trompe, en tout cas de Normandie, qui a écrit sur justement le principe de pédagogie universelle, d'accessibilité universelle, et qui... Attendez, je vous le mets, peut-être que mon collègue est au téléphone. Voilà. Je vous ai mis le lien là de Geniali, donc vous verrez ces propositions d'aménagement, d'adaptation en fonction du besoin. Voilà. Et donc là, merci Mathieu, on n'est pas du tout sur le trouble, on s'en fiche quand le problème c'est voir, quand le problème c'est dire, on s'en fiche si c'est parce que l'élève est autiste, si c'est parce que l'élève est allophone et qu'il n'arrive pas à s'exprimer, ou si c'est parce que l'élève est dysphasique. Voilà. Le diagnostic n'est pas un problème, c'est on réfléchit aux besoins et ce qu'on peut mettre en œuvre. Donc, je ne vais pas plus détailler. Oui, sur le diaporama que je vous envoie, le PDF est cliquable, les liens sont cliquables. Pas de souci. Alors, pour terminer sur les outils, sur les types d'aménagement, je vais même être à l'heure, merveilleux. Excusez-moi, je vous ai mis dans le diaporama quelques ressources. Donc déjà, vous allez avoir les ressources qui ont été produites par Réseau Canopé, sont des petits tutoriels par rapport au Pixedu, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, ce sont des formations numériques professionnelles et vous avez un certain nombre de petites capsules qui peuvent vous proposer déjà quelques outils pour rendre un document accessible, des sites ressources, etc. Vous avez 2 sites internet intéressants pour à la fois identifier les besoins, donc Cap École Inclusive. Vous avez une grille que vous pouvez télécharger pour observer justement vos élèves et les besoins. Et quand vous rentrez sur la plateforme, ce que vous avez observé, cette grille-là, des élèves, la compléter en ligne, ça vous donne des propositions d'aménagement. Voilà. Les ressources ORNA, ce sont les ressources de l'Observatoire et ressources... j'ai un trou, excusez-moi. C'est produit par l'INSEE. Voilà. Et vous avez également beaucoup de propositions de ressources, de fiches, voilà, qui vous expliquent tel avantage de tel logiciel, etc. C'est très, très riche. Et puis, vous avez des sites de formateurs ASH. Alors, sur Cap École Inclusive, je vois effectivement... quelques critiques. Oui, il y a des éléments qui sont, c'est pas toujours simple à utiliser. Il est plus centré, il est vrai, premier degré élémentaire, début de collège. Il y a pas mal de choses quand même qui ont été développées, entre autres sur la planification que j'utilise, moi, par exemple, pour des formations autour des fonctions exécutives dans le second degré. Et Cap École Inclusive va être refondu normalement pour la rentrée 2024 avec vraiment une entrée par besoin.
encore plus, c'est-à-dire toute la partie, les vidéos sur les troubles risquent de disparaître ou être présentées autrement. Donc là, voilà, il va y avoir un gros changement sur Cap École Inclusive pour la rentrée 2024 ou peut-être 2025, on verra. Mais voilà. Donc, à connaître vraiment le site ressources école inclusive de nos collègues conseillers pédagogiques, notre collègue Circo ASH du 91. C'est une mine d'or. Vous avez classé par besoin des tonnes et des tonnes de ressources, entre autres numériques. Vous avez plein de posters qui expliquent, par exemple, là, sur la cible d'Hervé Benoît, l'exercice mathématique, c'est un exemple que j'ai pris d'une de leurs fiches. Voilà, il y a les personnes qui sont en formation CAPEI ou KPI, voilà, je vous invite vraiment à aller sur ce site-là. Voilà, les posters, Cécile, effectivement, sont vraiment super. Parfois un peu chargés, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais vraiment très, très bien. Et puis, je vous ai mis 2 autres blogs de conseillers pédagogiques qui proposent des ressources, des propositions d'aménagement. Et ici, sur École Inclusive, le dernier, alors, je suis désolée, je ne peux plus lire apport du numérique, je crois, parce que j'ai apport des outils du numérique. C'est ce que nous, on a proposé sur notre région. Effectivement, ce sont des propositions d'outils avec des tutos par différentes entrées de besoins. Et donc, vous avez pas mal d'outils avec des tutoriels vidéo, etc., que vous pourrez retrouver à cet endroit. Écoutez, je vous remercie. J'ai dépassé, puis là, je vous ai mis les références théoriques. J'ai dépassé de 2 minutes. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je reste encore un petit peu connectée pour répondre aux questions. En tout cas, je vous remercie d'avoir été si nombreux. J'espère avoir été suffisamment claire. Je sais qu'en 1 heure, il y a beaucoup de choses et je parle un peu vite. Donc, j'espère que vous n'avez pas été trop en surcharge cognitive. Alors, attendez, j'ai vu là. Alors, Julie, ce n'est jamais trop tard arrivé en bac pro. Vous avez effectivement de plus en plus en bac professionnel et en CAP également des élèves à besoins éducatifs particuliers. Ce n'est jamais trop tard. Hein. Le cerveau a bien montré à des capacités plastiques importantes et donc on peut toujours apprendre. C'est vrai que s'il y a des élèves qui n'ont jamais été dont les troubles n'ont jamais été pris en compte avant, il n'y a jamais eu d'aménagement auparavant, vous avez un peu de tout à faire et c'est parfois un peu compliqué. Mais voilà, il n'est jamais trop tard pour venir en aide aux élèves et pour essayer d'accessibiliser son enseignement. Bon courage, Mathilde. Donc tu enverras le diaporama par mail, Solène, à tous les collègues? Non, pas. Alors, je ne l'envoie pas par mail, je le mets sur votre compte réseaucanopé.fr. Donc, dès que j'aurai validé l'émargement, alors je ne sais pas si j'aurai le temps ce soir, mais au pire demain, donc avant la fin de la semaine où je suis en vacances, je vérifierai avec la liste des noms et prénoms, je validerai votre présence et vous aurez du coup sur réseaucanopé.fr sur votre compte, dans Agenda, vous verrez l'information et vous aurez 2, 3, 4 documents disponibles. Vous cliquerez, vous pourrez les télécharger. Pour ceux que j'ai inscrits un peu au dernier moment, qui étaient soit sur liste d'attente, ou autre, vous n'aurez peut-être pas accès puisque vous étiez sur liste d'attente. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous n'avez pas accès pour que je vous envoie directement les supports. Alors, hop, attendez. Janie te partage aussi un conseil. Prends le temps de déguster un thé chaud avec du miel et du citron. Merci beaucoup. Marie-Annick Hervieux, d'accord, merci, je me le note. Pas de souci. Et oui, effectivement, les classes sont de plus en plus, Julie, hétérogènes. C'est pour ça que vous ne pouvez pas forcément compenser pour chaque élève avec chaque trouble du
de façon de voir en changeant d'angle et en essayant d'accessibiliser un maximum vos cours, en réfléchissant à votre pédagogie, avoir une pédagogie plus accessible, eh bien, vous épuisez moins parce que vous faites la même chose pour tout le monde et vous allez compenser à la marge. Voilà. Et donc, même si je sais, vous allez dire, oui, c'est bien beau, elle n'est plus en classe, pour nous, c'est compliqué. Mais vraiment, voilà, changement de paradigme est indispensable et on s'épuise moins quand on se rend compte que ce qu'on faisait pour l'élève TSLA, finalement, ça aide l'élève allophone, ça aide l'élève qui était tout simplement en difficulté de lecture, ça aide tout le monde. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour, je vais essayer de vous trouver le lien, sur la page de notre cycle École inclusive pour voir les autres propositions. Hein. Jusqu'en décembre, on était plutôt sur des propositions de webinaires, justement, accessibilité universelle de façon un peu généraliste. Et puis ensuite, sur le deuxième semestre, il va y avoir plutôt des propositions de formation axées avec une entrée, donc il y a une grosse formation autour des élèves autistes, mais c'est bien dans quelles conséquences sur les apprentissages et qu'est-ce que je peux mettre en place. Mais on est de façon un peu plus pointue, parfois un peu plus à destination des enseignants spécialisés en UEMA par exemple. Ou autre. Je vous ai mis le lien pour ceux qui veulent aller voir ce qui est proposé dans le cadre de ce cycle tout au long de l'année. Voilà. Ce webinaire sera rejoué le 14 novembre, si vous avez des collègues qui le demandent. Voilà, je crois qu'il est déjà complet, mais en tout cas, je vais le reproposer au second semestre également, vu le nombre de personnes. Je vous remercie, je vous dis bonne soirée à tous.